Comment accepter le fait de ne pas être un parent parfait? Comment composer avec la fatigue, l'agacement et les contrariétés? Pour ne pas sombrer, les parents ne sont heureusement pas seuls et ils peuvent se tourner vers des professionnels pour les conseiller et les accompagner dans leur parentalité. C'est le cas de notre invitée du jour, consultante en parentalité, Anne-Marie Bossems, au micro de Radio Broadjunet et sous le regard des caméras de Biocop Calune, puisque vous êtes ici à l'occasion d'une dédicace de votre livre Parents imparfaits et débordés et alors, dédicace au magasin de Pontivy, Biocop Calune Pontivy. Anne-Marie Bossems, bonjour. Bonjour Gaël. Alors si vous le voulez bien, avant de plonger dans votre livre et de découvrir quelques éléments qu'on pourra retrouver dedans, vous êtes aujourd'hui consultante en parentalité, mais avant ça, vous étiez déjà en contact avec la jeunesse puisque vous étiez, si je ne me trompe pas, dans l'enseignement. Oui, c'est ça. Je suis d'ailleurs toujours, puisque je suis en disponibilité, professeur des écoles depuis longtemps. Et avant d'être consultante en parentalité, en fait, j'ai fait de l'accompagnement parental de manière totalement bénévole. Donc, à la fois sur Internet, à la fois lors de réunions, même si je n'étais pas animatrice, au sein de l'association L'Arbre à bébé, qui était assez active dans le département quand je vivais ici. Et donc, j'ai décidé un jour de professionnaliser en fait cette activité suivant une formation. Mais en tout cas, la volonté, l'envie de travailler en lien avec ce public, avec les enfants, c'est quelque chose qui a dû vous venir assez tôt, hein, si vous êtes devenu tout d'abord professeur des écoles. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est une rencontre, en fait, une institutrice de CM1 que j'avais adorée. Et je m'étais dit, mais moi, je veux être comme elle un jour. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être un peu étrange pour certaines personnes, mais moi, quand mes enfants sont nés, au début, je me suis dit, mais je n'ai pas envie de les laisser pour aller m'occuper des enfants des Mm. autres. Et puis après, en fait, de déménagement en déménagement, j'ai pas retrouvé mon académie d'origine. Et puis, j'ai eu 4 enfants. Et c'est vrai que j'ai plus eu envie, au fur et à mesure, en fait, de m'occuper des parents plus que des enfants, parce que j'avais l'impression que c'est eux qui avaient le plus besoin de soutien. En tout cas, moi, c'est ce dont j'avais besoin, en fait, et je l'ai trouvé. Donc, j'ai eu à mon tour envie de donner ce soutien. Donc c'est comme ça en fait qu'elle est née, cette envie de se concentrer davantage sur Oui, l'éducation, la parentalité. oui, 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 parce que en fait, je me suis retrouvée, j'ai envie de dire, oui, seule, assez seule, et j'ai été très aidée. Alors, d'abord de façon virtuelle, hein, là pour le coup, moi je suis pas une opposante aux réseaux sociaux, à Internet, parce que vraiment les débuts de l'aide que j'ai reçue, c'était sur un groupe Yahoo de discussion, et ça m'a vraiment vraiment aidée. J'habitais à Moorea, une petite île du Pacifique où je me sentais seule et où j'ai vraiment reçu beaucoup de soutien. Et puis ensuite, ensuite de manière plus concrète, plus réelle, avec les personnes que j'ai vraiment rencontrées dans la vie réelle, comme on dit. Et comment on devient consultante en parentalité? Alors, c'est un métier en cours de création, en fait, hein, qui n'a pas, pour l'instant, pas encore de reconnaissance métier, c'est en cours. Mais moi, j'ai fait le choix de suivre la formation de Catherine Dumontel-Crémer, qui est vraiment la pionnière dans ce domaine, qui a inventé, en quelque sorte, ce métier. Donc, c'est une formation qui s'étale sur 2 ans et sur laquelle on travaille à la fois sur des compétences professionnelles, mais à la fois sur notre propre parentalité, un peu notre enfance aussi, pour essayer de débrouiller tout ça. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas se retrouver réactivé face à un parent en difficulté et de ne pas lui répondre à la lumière, j'ai envie de dire, de nos propres difficultés, mais de manière totalement professionnelle, en fait. Donc, on débroussaille tout ça avant de pouvoir accompagner. Et vous avez l'espoir que ça se formalise, ça se professionnalise et qu'il y ait une vraie reconnaissance, un vrai encadrement aussi de cette profession? Oui, j'aurais tendance à penser que oui, parce que justement, peut-être qu'on a tendance à se dire, bah, moi-même je suis parent, donc c'est facile, je peux aider. Et je pense qu'on est facilement piégé par son propre vécu, son passé, quand on n'a pas pris le temps de travailler dessus. Et donc je pense que c'est important, effectivement, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est important d'avoir une formation solide pour pouvoir prétendre ouais, accompagner les parents professionnellement en tout cas. Et comment on accompagne les parents? Est-ce que c'est sur du cas par cas, une fois de temps en temps, quand on est en tant que parent confronté à un problème? Ou est-ce que l'idée c'est d'avoir un accompagnement beaucoup plus régulier, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois?
Alors en fait, on a plusieurs, je sais pas si c'est le mot méthode, moyen, enfin en tout cas d'accompagner les parents. Donc une des premières choses, on a des cycles, donc des cycles de 8 ateliers, c'est vraiment 24 heures. C'est tout écrit, préparé. Donc là, pour le coup, les parents vont travailler. Donc un premier atelier, évidemment, ça va m'échapper avec le petit stress. De quoi est-ce qu'on parle dans le premier atelier? Je ne vais pas retrouver parce que Oh. je n'ai pas révisé. Enfin, voilà. Donc, 8 ateliers. Et là, les parents donc, vont travailler tous sur les mêmes thématiques, qui sont les thématiques, j'ai envie de dire, de base de la parentalité. Donc, ce cycle s'appelle Vivre et grandir ensemble. Et puis, certains parents, effectivement, ne sont pas très à l'aise avec le groupe, par exemple, ou ont envie de travailler sur quelque chose de plus spécifique. Donc, eux, on va pouvoir leur proposer un accompagnement plus personnalisé, mais qui ne sera pas ponctuel. On leur demande de s'engager sur une dizaine de séances au moins, parce qu'en fait, ça permet de faire un petit peu le tour. Donc, on les voit entre 1 heure et 1 heure et demie, soit le parent seul, soit le couple parental. Et alors, nous, c'est pas avec les enfants. Hein, quand on Mhm. travaille vraiment avec les parents. On peut aussi proposer des ateliers, mais c'est plus des ateliers parents-enfants créatifs. Donc, c'est autre chose. C'est pas sur des problématiques. Et donc, on cherche ensemble la problématique, on cherche ensemble les objectifs, et puis on essaye de se voir. Là, c'est plus selon les disponibilités, au choix. Ça peut être effectivement toutes les semaines, tous les 15 jours, de se voir régulièrement. Ce qui est intéressant, et c'est la même chose aussi dans les cycles d'ateliers, c'est qu'entre chaque rencontre, on propose des choses à faire. Donc aussi bien des choses à vivre en famille que des choses à remarquer chez soi ou chez son enfant pour pouvoir au fur et à mesure avancer par rapport à ça. Et puis quand même ponctuellement, on a le groupe SOS Parentalité où tous les écoutants sont des membres du réseau Parentalité Créative. Donc on a tous reçu la même formation. Et avec ce numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone. Alors justement, oui, est-ce que vous Oui, pouvez nous parler un petit peu de de cette plateforme ou appel Oui, donc c'est une ligne d'écoute qui a été créée en fait en décembre 2018 et c'est un quart d'heure pour relâcher la pression, le sous-titre. Donc c'est vraiment ponctuel, c'est-à-dire que c'est le parent qui n'en peut plus, qui craque, qui sent que ça va pas bien, il appelle. Ça lui permet un peu de se lâcher, de dire tout ce qu'il n'ose pas dire au quotidien. Peut-être qu'il n'ose pas en parler à son conjoint parce qu'il va être jugé, ou à sa mère parce qu'elle va lui dire ah ben moi, de mon temps, on faisait comme ci, comme ça, tu devrais ou tu devrais pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'écoute sans jugement. Ça fait beaucoup de bien. Alors parfois, c'est un petit peu décontenançant parce que certaines personnes, elles attendent absolument des conseils, des conseils, des conseils. Mais avant d'avoir le moindre petit conseil, ça Mhm. peut faire du bien vraiment de relâcher la pression. Je crois que ça s'appelle pour ça. Et donc ça, c'est des appels qui durent entre un quart d'heure et 20 minutes. Et c'est un premier petit pas. Voilà, c'est un premier petit pas. Et donc, je peux donner le numéro, si vous le souhaitez. Donc, 09 86 87 32 62. C'est anonyme, c'est gratuit. Et c'est tous les jours de 14h à 17h, sachant que nous serons fermés au mois d'août. Tout le monde prend une pause et donc on sera encore ouvert jusqu'au 31 juillet et on recommence le 1er septembre. Et donc cette ligne, cette plateforme SOS Parentalité, c'est à l'échelle nationale? Alors, c'est à l'échelle nationale et c'est vrai que c'est une, c'est une décision au départ du coup de Catherine Dumontel-Crémer et de notre réseau, mais qui a été reconnue par le ministère de la Santé et des D'accord. Solidarités pendant le confinement, quand on s'est rendu compte que c'était une période particulièrement difficile pour les parents et qu'ils avaient besoin d'aide et de soutien. On a été un des numéros qui a été reconnu pour son efficacité. J'ai envie d'utiliser le terme, même Oui, si... c'était une des questions que je pensais Ah, pardon. vous poser aussi, mais c'est très bien puisque on suppose forcément que vous avez dû être particulièrement sollicité hein, par des parents, parfois démunis pendant les périodes de confinement, quand on devait gérer à la fois le travail, les enfants, l'école à domicile. Alors, c'était une période où on avait doublé nos heures de permanence. Donc, on était ouvert 6 heures par jour. Et effectivement, on recevait beaucoup de parents qui se retrouvaient. Mais moi, je leur disais, à chaque fois que j'étais d'écoute, je leur disais, mais de toute façon, ce qu'on vous demande actuellement, là, c'est juste impossible. Parce qu'effectivement, au quotidien, quelqu'un qui choisit de vivre, par exemple, une instruction en famille, il va peut-être gérer tout ça. Mais déjà, c'est un choix. Et il va organiser l'instruction à sa façon. Là, c'était imposé. Ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain. Je crois qu'on ne s'y attendait pas vraiment. On s'est tous retrouvés comme ça, confinés. Et puis, il fallait suivre ce que l'enseignant avait dit. Enfin, je pense que c'était beaucoup plus compliqué que de vivre une instruction en famille, qui est une chose qui peut se faire. Mais alors là, c'était
Et puis, enfin, fallait. Et puis en plus, c'était ce que j'oublie bien sûr, c'est que c'était enfermé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité d'aller visiter des musées, d'aller se promener, d'aller participer à des activités avec d'autres enfants. Il y avait le côté huis clos qui en rajoutait vraiment. Donc je disais aux parents, la première chose, c'est de toute façon, là, ce qu'on vous demande, c'est l'impossible. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu lâcher sur certaines choses. Peut-être que la maison va être un peu plus en bazar. Peut-être que parfois, plutôt que de travailler, ben, on va faire un jeu de société tous ensemble pour faire redescendre la pression, pour pouvoir créer de belles relations. Parce que c'est vrai que c'était difficile. Oui, on en reparlera Ouais. peut-être tout à l'heure de comment justement trouver des soupapes, on va dire. Mais je reviens là sur la question de consultante oui, consultant en parentalité. Les familles qui peuvent être concernées, c'est pour des enfants jusqu'à quel âge? Euh, J'aurais presque envie de dire qu'il n'y a pas d'âge parce qu'en fait, le lien peut s'être abîmé parfois avec des enfants grands et ça peut être une envie de le retisser, même quand les enfants sont partis de la maison, en fait, parce que quand on est parent, on est toujours parent, même quand les enfants sont grands, même quand ils ont quitté la maison, on n'arrête pas d'être parent. Donc il n'y a pas d'âge. Alors il y a un terme qui revient aussi, quelquefois quand on se renseigne à votre sujet et au sujet de votre activité. C'est aussi le nom d'un groupe, je crois, celui de parents conscients. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, parent conscient, c'est à la fois le terme qui a été utilisé dans les livres d'Aletta Solter, et en parallèle, c'était le nom d'un groupe qui était donc la liste de discussion Yahoo, qui s'appelait LPC, on l'appelait, son petit nom, la liste parents conscients. Et c'était vraiment à entendre dans le sens conscient qu'une partie de notre parentalité se fait en fait d'une manière non. J'essaye de trouver une expression pour que ce soit clair, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a conscience qu'on a des difficultés, Mmh. que parfois on ne peut pas y arriver tout seul, et que parfois on est mené par notre propre enfance et ce qu'on a vécu. Et donc, cette prise de conscience-là permet de se dire, bon, ben, là, par exemple, je suis dans la répétition, c'est pas ce que j'avais envie de faire, il faut que je fasse autrement. Ou à l'inverse, là, je suis uniquement dans l'opposition parce que je veux absolument pas faire comme mes parents, et peut-être qu'en fin de compte, ils avaient des bonnes idées et que je n'ai pas à tout rejeter. Donc, c'était presque prendre conscience qu'il y a une partie inconsciente qui dirige tout ça et qu'il va falloir faire la part des choses. Voilà, donc c'était pas de se dire, bah, il y a des parents conscients, alors eux, ils font tout bien comme il faut, et d'autres qui sont inconscients. D'accord, Ah non, ouais. c'était pas du tout dans ce sens-là. Je trouve que c'est important de le préciser. Puisqu'on vient de parler de parentalité consciente, on parlera d'éducation et de parentalité positive. On entend aussi parfois bienveillante à base de communication non violente. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec votre livre dans quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on s'y retrouve entre ces différentes notions? Alors, la CNV, en tout cas, CNV pure, communication non violente, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Carl Rogers. Et puis, donc, vraiment, j'ai oublié son nom. Les mots sont des murs ou bien ils sont des fenêtres. Je ne retrouve pas le nom de cet auteur. On On le le retrouvera tout retrouvera. à l'heure, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est une appellation et c'est quelque chose de très spécifique. Une certaine façon de communiquer en quelque sorte. Après, on a utilisé effectivement le terme parentalité positive. Je crois que c'est le Conseil de l'Europe vers 2006-2007 qui avait lancé une première campagne qui s'appelait Levons la main contre la fessée. Et donc, c'était Les mains sont faites pour accompagner, pas pour taper. Il y avait de très jolies affiches en couleur. Et c'est là que le mot parentalité positive avait été lancé. C'est vrai que moi, à l'époque du groupe Parents Conscients, au début des années 2000, on parlait beaucoup de parentalité alternative, parce que l'idée, c'était quand même d'essayer de faire autrement, Mmh. bah, autrement ou pas, en fait. C'est-à-dire, c'est surtout ça. C'est-à-dire de choisir la façon dont on fonctionne et de pas uniquement être dans la reproduction, comme je disais tout à l'heure. Donc, et puis les termes, bah, après, chacun, effectivement, fait... donc, il y a des personnes qui vont préférer utiliser bienveillante. Après, moi, je pense qu'on peut faire... on peut... Enfin, c'est difficile parfois d'être bienveillant parce que, par exemple, on veut faire à la place. Ça peut être très gentil. Et puis, en fin de compte, et ça marche pas uniquement avec les enfants, hein, ça marche aussi avec les adultes. On va avoir cette impression de rendre service. Et parfois, la personne ou l'enfant, même si c'est difficile pour lui ou pour elle, il a envie de faire lui-même. Donc, parfois, avec une certaine forme de bienveillance, on ne rend pas service. Donc, c'est vrai que c'est pas nécessairement mon terme préféré parce que je pense qu'on peut
parfois se leurrer. On a eu l'impression de faire d'aider, et parfois c'est utile de faire soi-même, donc de ne pas être aidé. Voilà, donc, En tout cas, concernant votre livre, on parlera davantage de parentalité, d'éducation positive. Et on se retrouve dans quelques minutes, toujours avec vous, Anne-Marie Bossems, auteure, autrice de Parents imparfaits et débordés et alors, aux éditions Mardaga, en dédicace à Biocop Calune de Pontivy. Anne-Marie, vous êtes aujourd'hui en Bretagne avant de retourner chez vous sur l'île de la Réunion. Et nous, à RBG, on ne manque pas une occasion d'écouter de la musique réunionnaise. Alors voici le rock Maloya de Transcabar. cool. De retour dans Adu Pépa, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Bossems, consultante en parentalité et auteure du livre Parents imparfaits et débordés et alors, aux éditions Mardaga, et disponible notamment dans les magasins Biocop Calune, à Pontivy, Loudéac, Locminé ou encore Beau. Alors Anne-Marie Bossems, avec ce titre, Parents imparfaits et débordés, on comprend, comme vous nous le disiez un petit peu dans la première partie de l'interview, que peut-être que le premier objectif, ça va être de déculpabiliser les parents. Oui, je crois que c'est ça, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que cette espèce d'objectif de perfection, qui, je crois, alors là, je vais être un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai eu tendance à dire plutôt du bien des réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé au début. J'ai l'impression que là, ça m'a échappé un moment, et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude, une imagerie presque, d'une parentalité, comme je dis dans le livre. Alors voilà, la maman qui a les ongles parfaitement manucurés, qui vit dans une maison tellement belle, avec des enfants tellement parfaits, tellement sages. Donc ce sont des instantanés, évidemment. Mais si on se dit, ah mais moi, chez moi, le balai n'est pas passé tout le temps, et puis j'ai pas eu le temps de me pomponner, et puis je passe pas assez de temps avec mes enfants. Enfin voilà, on va vite se retrouver débordé, essayer de se dire, mais comment font les autres, quoi? Comment font les autres qui réussissent tellement bien? Ben non, ils réussissent le temps de l'instantané. On ne vit pas avec les gens, donc on ne sait pas comment ça se passe vraiment. Donc je trouve que c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu inquiétant, voilà, cette espèce d'image, parce que non, c'est pas parce qu'on essaye d'accompagner ses enfants du mieux qu'on peut qu'il va pas y avoir des moments où on va être énervé, des moments où il y a des crises. Enfin, ça fait partie de la vie. On n'est pas L'idée, c'est pas d'avoir une espèce de parentalité lisse, un truc un peu long fleuve tranquille, un peu mou, quoi. Maintenant, il y a des mouvements, il y a de la vie, il y a des fois on n'est pas d'accord, il y a des prises de bec, des discussions un petit peu enflammées, et je crois que ça fait vraiment partie de l'existence, et qu'il n'est pas question d'avoir tout en beige, quoi. Et au-delà de la perfection d'un post ou d'une story Instagram, la comparaison, elle reste quand même inévitable. On compare par rapport aux courbes, aux standards, par rapport aux voisins, aux cousines et aux cousins. Voilà, au même âge, il marchait déjà, elle disait déjà ses premiers mots. Comment faire justement pour prendre ce recul dans ces situations? Ah, je pense que c'est difficile, en fait, mais relativiser. Je crois que c'est un vrai job de tous les jours. Relativiser, et puis peut-être voir, peut-être que notre enfant il ne fait pas une certaine chose, mais qu'il en fait une autre, et puis qu'il grandit à son rythme. Moi, j'aime bien cette anecdote par rapport aux comparaisons, que je raconte souvent. Un jour, on était sur une aire d'autoroute, et vous savez, c'est l'été, il y a ces châteaux gonflables. Et donc, moi, j'avais mes 4 enfants en chaussettes ou pieds nus en train de sauter dans le château gonflable. Et puis, un petit enfant qui arrive, beaucoup plus jeune que les miens, et qui joue aussi. Et puis, on voyait leur tourner. Donc, on se dit, on a encore beaucoup de route. Donc, j'ai dit à mes enfants, venez, on va y aller. Et là, au même moment, la maman du petit enfant essayait de le récupérer, et il ne voulait pas venir. Et moi, j'ai eu mes 4 enfants qui sont sortis du château et qui ont commencé à mettre leurs chaussures spontanément, sans que j'ai rien à dire. Je pense qu'en fait, ils avaient surtout envie de rentrer à la maison, tout simplement. Et j'ai vu dans son regard une espèce de désespoir, parce que cette maman, elle n'arrivait pas à attraper son enfant. Et moi, les miens, ils avaient l'air d'obéir. Juste, voilà, je leur demandais de prendre leurs chaussures, ils les prenaient et ils venaient. Et j'ai eu tellement envie de lui dire, mais si vous saviez au quotidien combien parfois je répète les choses et j'ai l'impression d'être un disque rayé, et je me dis, il faut que je fasse autrement parce que ça marche pas. Et là, c'était une fois où, parce que le château gonflable, ils en avaient marre et ils étaient pressés de rentrer. Mais elle n'a vu que cet instant-là de ma vie. Elle a pu se dire, mais pourquoi ces enfants, ils viennent et le mien, il vient pas? Mais déjà, ils étaient plus grands, ils s'étaient assez amusés. Enfin, je sais pas, il y a sûrement plein de raisons. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir à moi quand je voyais les autres, où j'avais l'impression que c'était tellement mieux chez eux. Je me suis dit, il y a eu ce moment-là où cette femme, à son regard, j'ai vu qu'elle se disait,
«Oh là là, mais c'est pas juste, pourquoi elle et pas moi?» Je me dis: «C'est pareil, en fait, pour tout le monde». C'est-à-dire qu'on a des instants comme ça, des espèces d'instants de grâce, là, où les choses ont l'air de fonctionner parfaitement, mais ce sera à chacun son tour, en quelque sorte. Ça va pas être tout le temps, c'est pas possible. Et c'est sans doute, le même, sentiment qu'on peut, ressentir, face à ce que vous appelez la famille Kinder. On aurait peut-être pu appeler aussi la famille Ricoré, les familles Oui. parfaites de pubs de télévision. C'est ça, c'est cette image, mais qui n'existe pas, bien sûr, puisque effectivement, c'est pas une vraie famille, ils n'ont pas de lien, donc ils sont juste là le temps d'un tournage. On a pris les plus beaux, dans un univers complètement lisse, c'est juste pas la vie, quoi. C'est pas la vie, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on aurait envie de pouvoir se poser, qu'il y ait pas de prise de bec, que les enfants ne n'arrivent pas en disant: «Ah maman, il m'a pris mon jouet, na enfin, voilà, tout ce qu'on peut envisager et tout ce qui existe au quotidien. Des fois, on a besoin de se poser, c'est évident, et cette famille un peu Kinder, un peu lisse, je pense que les instants de grâce où ça arrive, ça fait un bien fou, ça repose. Mais j'ai quand même envie de rassurer les parents de jeunes enfants. Moi, je trouve que quand les enfants grandissent, c'est de plus en plus simple quand même. C'est-à-dire que les enfants se battent plus pour des petites voitures, ils peuvent discuter quand ils sont pas d'accord. Enfin, on dort la nuit aussi, parce que ça, c'est vraiment une difficulté. Je pense que ça aide pas du tout, justement, à prendre du recul, à relativiser, à pouvoir se dire que tout ce qu'on traverse est normal. Quand on est épuisé, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Et ça, c'est vraiment des moments très, très compliqués. Et je crois que j'ai envie de dire aux parents, ça passe. Vraiment, quand on est la tête dans le guidon, on a l'impression que ça va durer toute la vie. Et en fin de compte, quand c'est fini, on respire et c'est fini pour de vrai. Voilà, ne pas oublier que les enfants grandissent et Oui. justement, ils grandissent. Après, ils ont 20, 25, 30, Mm. 35 ans. Ils deviennent souvent ou parfois parents à leur tour et nous, on devient grands-parents. Et là, vous l'évoquiez tout à l'heure, il peut y avoir parfois conflit de génération avec les grands-parents, parfois, qui disent oh, bah, nous, on faisait comme ça, ou on faisait pas comme ça, et ça se passait très bien. Ça peut amener parfois du conflit. Je sais que oui, dans certaines situations, ça peut amener du conflit. Moi, je ne suis pas encore dans la situation d'être grand-mère, mais j'imagine que ça arrivera dans quelques années. Je pense que... Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'être à l'écoute. Je crois que c'est ce qui marche avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire l'écoute des besoins. Comme je disais tout à l'heure, des fois, en voulant être bienveillant, on en fait trop. Je crois que c'est pareil avec ces enfants. Si on veut faire des choses à leur place, non. Je crois que les enfants, quand ils deviennent parents, ils ont besoin aussi de faire leur expérience. Mais on peut leur dire, bah, de quoi est-ce que tu as besoin? Moi, je te propose d'être là pour ce que tu veux. Donc peut-être que le parent, il aura besoin de dormir 1 heure, et ben on garde le petit enfant pendant 1 heure, le temps que le parent se repose. Peut-être qu'il préférera qu'on lui apporte des plats préparés qu'on aura fait nous-mêmes. Enfin voilà, que sais-je. Je crois que c'est important d'être au-delà de vouloir bien faire, d'essayer bah, de savoir ce qui fait plaisir, plutôt que de se dire bah, moi j'aurais eu besoin de ça, donc c'est ça que je vais proposer à l'autre. Je crois que c'est ça toujours, c'est d'essayer de se dire bon, je ne sais pas ce dont il ou elle a besoin, je lui demande tout simplement. Et je crois qu'on revient au truc, c'est de base, c'est-à-dire que communiquer à tout âge, en fait, quand la communication est fluide, alors des fois avec des accros, hein, on est toujours pareil, on n'est pas dans le beige clair où tout passe parfaitement, mais si la communication continue de fonctionner, eh ben, il y aura toujours un moment où on pourra dire, bon, bah, là, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui t'a pas convenu, est-ce que tu peux m'expliquer, dis-moi comment faire pour que ce soit mieux la prochaine fois, et voilà, plus on communique, moins on prend de risques, hein. Et je crois que ça marche pour tout le monde à tout âge. Anne-Marie Bossems, il y Mm. a un autre point important, alors qui pourrait comme ça paraître un peu anecdotique, mais qui n'est sans doute pas tant que ça. Vous utilisez surtout le terme parent, là où il y a encore quelques petites décennies, on aurait pu trouver, parfois de manière sans doute inconsciente, des textes, on va dire similaires, mais adressés davantage, voire quasi exclusivement aux mères. Oui, je me demandais où vous vouliez en venir. Bah, euh, on sait statistiquement que les mères continuent de s'occuper des enfants plus que les pères. Mais je pense que quand père il a complètement son rôle à jouer dans la famille, et que c'est vraiment... enfin, il peut y avoir de très très belles relations. Alors effectivement, à la toute petite enfance, si la maman choisit d'allaiter, etc., le papa va avoir un rôle différent. Quand il est là, il va avoir un rôle différent, il va pas faire les mêmes choses.
mais il a vraiment toute sa place à prendre. Et je trouve que effectivement, l'idée, c'est de s'adresser à toutes les personnes qui vont s'occuper des enfants. Ça peut être aussi des alloparents, ça peut être aussi des beaux-parents, ça peut être aussi des grands-parents, ça peut être aussi des parents de cœur. Enfin, je crois que tout le monde est concerné de la même façon. Ce soutien, il est utile pour toute personne en relation avec des enfants. D'ailleurs, notre formation complémentaire à consultant parentalité, c'est formateur pour tous les personnels de la petite enfance et toutes les personnes en relation avec des enfants, parce que c'est relié en quelque sorte. Et pour autant, concernant les parents, est-ce que vous constatez quand même que ce sont plus souvent les mères justement qui vont appeler, qui vont discuter sur les forums, sur les groupes de discussion, etc. Ou est-ce que vous arrivez à avoir une petite évolution d'une mixité? Alors, oui, Pe- c'est vrai, petite évolution. C'est vrai qu'en accompagnement individuel, j'ai plus de maman que de papa. Dans les groupes aussi, même si j'ai eu une fois un couple où c'est le papa qui avait traîné la maman. On a souvent plutôt encore l'inverse. Peut-être parce que moi, j'ai tendance à croire que c'est vraiment éducatif. J'ai tendance à croire que ça reste plus difficile pour certains hommes de demander de l'aide. Parce que ça peut être, je ne sais pas, un aveu de faiblesse et que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement encore entré dans les mœurs. Mais une fois que c'est lancé, ils le vivent extrêmement bien et ils sont ravis à chaque fois d'avoir suivi un accompagnement, d'avoir suivi des ateliers. Même s'ils ont été le seul papa au milieu des mamans, ils apprennent beaucoup de choses. Et je pense que les papas sont comme les mamans, ils ont besoin de soutien aussi et qu'une fois qu'ils ont fait le premier pas, parce que des fois c'est le premier pas qui est le plus difficile, après ils sont vraiment ravis. Mais j'ai envie de dire, la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Et on peut vraiment exprimer sa vulnérabilité. Et justement, une fois qu'on l'a fait, bah, on peut être soutenu. Et à son tour, on a plus d'empathie pour les personnes qui expriment de la vulnérabilité. Et donc, je vois vraiment ça comme une espèce de cercle vertueux qui se met en route. C'est-à-dire que plutôt que de juger l'autre en se disant, ah là là, mais celui-là, il fait n'importe quoi avec ses enfants, prendre du recul, on se dit, ah ouais, c'est une situation difficile, qu'est-ce que je peux essayer de faire pour l'aider? Voilà, c'est-à-dire se faire aider, aider à son tour. Mais ça, il faut franchir le premier pas qui est d'oser dire, bon, là, je suis en difficulté, ok, je vais chercher de l'aide. Puis tant pis si je dois un petit peu mettre ma fierté de côté. Et voilà, et se dire nous sommes des parents imparfaits et débordés, et alors? Donc c'est le titre de votre livre, Anne-Marie Bossems. Et justement, si je prends un autre exemple de ce que l'on retrouve dans votre ouvrage, il y a un chapitre qui est intitulé Comment supporter les chouinements qui agacent. Là, vous parlez bien des parents qui n'arrivent plus à prendre sur eux, à rester zen face à un enfant qui pleurniche, on va dire, qui donne l'impression d'une négativité incessante. Donc vous voulez des conseils, c'est ça? Bah, c'est vraiment ce cas-là Oui. et vous êtes souvent confronté à des parents qui vous disent: «Ah, là, j'en peux plus, ça fait 2 heures qu'il Mm. chouine, j'arrive pas à trouver, Ouais, je pense que c'est agaçant pour. Moi, j'ai l'impression que la raison de base, c'est que nous, on n'a pas eu vraiment le droit. Et ce que je dis aussi dans le livre, c'est que si on prend la décision de se dire, bon, bah, moi, ok, j'écoute les émotions de mes enfants, c'est-à-dire que quand ils pleurent, je leur demande pas d'arrêter, je les prends dans les bras, je suis ok avec eux. On s'attend un peu à quelque chose qui est voilà, des pleurs, des sanglots, voire de la colère. Et le chouinement, ça a ce côté un peu, bon, bah, vas-y, exprime-toi, quand on a l'impression que ça reste sur la retenue. Et, je crois que c'est dans un livre d'Aletta Solter où elle disait qu'un petit garçon avait dit mais que les pleurs, c'était comme le sucre en poudre. C'est-à-dire que quand il y en avait juste un tout petit tas, on n'arrivait pas à l'attraper avec la cuillère. Il fallait quand même augmenter un petit peu la dose. Bah là, je crois qu'il y a de ça aussi. Des fois, un enfant, il est juste en tension pour être un peu agacé, mais pas non plus la grosse difficulté qui va le faire pleurer. Donc je pense que moi, je fais partie de ces gens qui pensent que toute expression peut s'écouter et qu'on ne va pas dire à l'enfant ah non, non, hein, tu me demandes correctement, si tu chouines, je ne te donne pas. Parce que de toute façon, il a de bonnes raisons. S'il traverse ce moment-là, c'est qu'il vit quelque chose. On ne sait pas toujours quoi. Et puis parfois, ça passe tout seul. Et puis parfois, on peut aussi lui dire je vois bien là que tu n'es pas dans ton état normal, que tu t'exprimes de manière un petit peu. Tu as l'air triste, est-ce que tu veux m'en parler? Et peut-être que là, ça va être l'occasion. Eh ben, mon copain, nanana, et voilà. Et là, enfin, ça va pouvoir sortir.
Mais tant que l'enfant se sent un petit peu stressé, il n'arrive pas à s'exprimer normalement, il n'arrive pas non plus à pleurer parce qu'il ne sait pas comment ça va être reçu, il est dans cette espèce d'entre-deux. Et parfois, poser la question clairement, dire écoute, là je vois que ça ne va pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Ça peut aider. Et puis sinon, eh ben, aussi se dire, bon, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment pour qu'il puisse y avoir une grosse émotion, donc on va essayer de passer à autre chose. Bah, on organise un jeu de chahut, un truc pour retrouver un peu de bonne humeur, un peu d'énergie, voilà, pour que tout le monde passe à... Voilà, c'est une possibilité, hein, mais chacun fait aussi avec ce qu'il ressent à l'instant T. C'est-à-dire que nous aussi, en tant que parents, on a le droit, bien sûr, d'être fatigué, de ne pas être en capacité de lancer un jeu de chahut, mais de se dire, eh ben, aussi, on se met devant un dessin animé tous ensemble, on se met sous la couette, on se fait un chocolat chaud et on se pose, quoi. On n'est pas obligé d'être performant non plus. Ça, c'est important. Anne-Marie Bossems, une dernière question. La question de la parentalité, elle se pose aussi sur le désir, la volonté ou non d'avoir des enfants. Ce sont des mots que l'on entend peut-être de plus en plus, ne pas vouloir faire d'enfants dans ce contexte, en particulier climatique. Alors c'est peut-être un autre sujet, mais est-ce que dans votre travail, il y a aussi la question d'une certaine culpabilité que des parents pourraient avoir à faire et élever des enfants dans ce monde? Et peut-être plus généralement, comment faire pour ne pas transmettre ou trop transmettre ces angoisses en tant que parent? Alors, ne pas transmettre ces angoisses, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, sur l'histoire de la culpabilité, je crois qu'il y a une espèce d'espoir de se dire que nos enfants, si on les accompagne mieux qu'on peut, feront mieux que nous. C'est-à-dire auront plus d'empathie. Et l'empathie, elle va être envers les humains, mais aussi tous les êtres vivants, et donc la Terre en général, voilà, de consommer moins. Enfin, c'est tout un ensemble peut-être qui se met en place. Je crois que si on a des enfants, on a cet espoir-là. En tout cas, sinon... Mais effectivement, on ne peut pas se dire bah, il faut avoir des enfants. J'ai plein d'amis qui n'ont pas d'enfants et je souhaite... Enfin, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'un côté les parents et de l'autre côté les non-parents et qu'on n'est pas compatibles. Je veux dire, on peut très bien partager plein de choses et vivre de très belles choses avec et sans enfants, en fait. Les deux sont possibles. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de regretter. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que les enfants, peut-être, le sentent aussi. Donc ça peut être quelque chose à travailler. Une personne qui a eu des enfants et qui se dit « mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris ?» Je pense qu'elle a peut-être besoin soit d'être rassurée, soit de pleurer beaucoup sur certains aspects pour que son enfant ne subissent pas les conséquences de ces regrets, parce que c'est difficile, je pense, de grandir en se disant qu'on n'a pas été désiré, que les parents regrettent notre existence. Je pense que c'est assez terrible, quoi. Et d'ailleurs, sans doute qu'en tant que consultante en parentalité, vous êtes parfois aussi des relais vers d'autres professionnels de santé? Oui, bien sûr, parce qu'il faut vraiment faire attention. Nous ne sommes pas thérapeutes, certaines d'entre nous, mais la majorité non. Et donc, on connaît très bien la limite. C'est-à-dire que certaines fois, on va être amené à dire aux parents qu'on accompagne, écoute, là, ce n'est pas de mon ressort. Moi, mon ressort, il est d'aller d'un point A à un point B. On fixe des objectifs ensemble et au bout d'un certain nombre de séances, voilà, c'est résolu. Mais c'est vrai que quand ça dépasse ce cadre-là, on va effectivement proposer aux parents, en douceur, hein, mais peut-être d'avoir un accompagnement complémentaire avec un thérapeute, parce que effectivement, il faut savoir être conscient de ses limites et de ne surtout pas dépasser sa compétence. On ne peut pas jouer à ça, c'est trop dangereux. Anne-Marie Bossems, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci, questions. Gaëlle. Je rappelle que vous êtes consultante en parentalité et auteur du livre Parents imparfaits et débordés et alors aux éditions Mardaga. Vous pouvez retrouver cette émission, cette interview en vidéo sur la page Facebook de Biocop Calune Pontivy, puisque Gabriel et Aurélia sont derrière les caméras aujourd'hui dans le studio de Radio Broadjunet. Anne-Marie Bossems, merci beaucoup, au revoir. Merci Gaëlle, au revoir.